guerre, il faut un chef. C'est tout. Hein. Nous avons aussi un autre slogan, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Hein. Et on peut avoir les meilleurs armements du monde, s'il n'y a pas de chef, ça sera la débandade. Je constate aussi qu'il faut encore une fois attendre le pire pour réagir, au lieu de pro-agir, au lieu d'agir avant, au lieu de réfléchir. Il n'y a pas au niveau de l'État de réflexion stratégique, manifestement, de réflexion prospective, envisager les menaces futures et agir avant. Nous sommes dans la région de Moscou pour le Forum Armée 2016. Cette exposition militaire est la plus importante de Russie, tant au niveau professionnel que pour le grand public. Elle rassemble ainsi 790 exposants russes et 28 exposants étrangers. Elle regroupe toutes les entreprises du complexe militaro-industriel de Russie, ainsi qu'un grand nombre de sociétés militaires étrangères. Événement incontournable, on peut y croiser des personnalités importantes comme par exemple le ministre de la Défense Sergueï Shoïgu. TV Liberté y a suivi Xavier Moreau, analyste russophone et spécialiste des questions militaires. Nous sommes au salon qui s'appelle Patriot Expo, qui est un salon qui est à peu près l'équivalent de Eurosatory en France et qui a lieu tous les 2 ans. Puisqu'en Russie, ça fonctionne comme en France. Vous avez une année qui est un salon aérien, comme on a le Bourget, donc qui s'appelle le MAX en Russie. Donc c'était l'année dernière et cette année, donc, nous avons Patriot Expo qui concerne les matériels terrestres. Et donc cette exposition a lieu pour la première fois dans ce centre qui vient d'être terminé et qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres à l'est de Moscou. Alors bien sûr, depuis les sanctions contre la Russie, alors que la France avait de nombreux projets de coopération avec les Russes, et pas seulement le Mistral, eh bien sûr la France ne participe plus à ces salons, alors qu'il y a par exemple 4 ans, elle avait un stand lors de ce salon. Il faut savoir également qu'en fait qu'il y a 2 expositions d'armement terrestre en Russie qui ont lieu une année sur l'autre, l'une dans l'Oural à Nijni Tagil et une donc ici en banlieue de Moscou. Alors c'est une spécificité en fait des salons de l'armement en Russie, c'est que contrairement à Eurosatory, il y a 2-3 jours qui sont dédiés aux professionnels, et donc par exemple aujourd'hui, et à la fin de la semaine il y a 2 jours qui sont ouverts au public, et là toutes les familles viennent assister aux démonstrations, il y a également un show aérien, et on voit les familles, les enfants qui montent sur les véhicules blindés et qui reçoivent des petits cadeaux de la part des exposants. C'est un déplacement familial et vous pouvez être sûr que jeudi, vendredi et samedi, vous aurez énormément de monde qui va venir, et donc des familles, des enfants, pour un peu célébrer justement ce lien particulier qui rappelle un peu ce que connaît en France entre l'armée et sa nation. Donc là on va plutôt se focaliser sur les nouveaux armements, ce qu'on a vu notamment être déployé en Syrie. Donc on verra le système de lance-roquettes multiples thermobariques TOS, on verra le T-90 avec sa nouvelle protection, donc Shtora, si elle est présentée. Normalement les derniers armements ne seront pas présentés, c'est-à-dire l'Armata pour les blindés, donc ce blindé qui va succéder au T-90, le Kourganets qui va remplacer les BMP, donc qui est un blindé d'infanterie à chenilles, ou encore le Boomerang qui est un blindé à roues qui doit remplacer les très connus BTR. Une exposition centrée donc sur le matériel terrestre que nous expose maintenant Xavier Moreau en exclusivité pour TV Liberté. Eh bien en fait ce véhicule est sans doute connu de ceux qui suivent particulièrement le conflit syrien et notamment l'intervention russe. Il s'agit du TOS 1A qui est en fait une modification d'un matériel qui est apparu en Union soviétique dans les années 80. Et donc ce dernier modèle, qui est le modèle le plus récent, est en utilisation dans l'armée russe depuis 2003. Et en fait, il s'agit d'un système, l'équivalent du lance-roquettes multiple, mais qui lance des roquettes thermobariques, c'est-à-dire qui incendie toute une zone. Ce véhicule-là peut tirer jusqu'à 6000 mètres
des roquettes de 600 mm et qui ont donc quand le système est tiré, il anéantit tout ce qui se trouve dans une zone de 40 000 m². Donc c'est un armement extrêmement puissant qui a donné de très bons résultats, notamment dans le conflit syrien. Alors ce véhicule n'est pas nouveau, en fait c'est un véhicule qui date de l'époque soviétique qui s'appelle le Smerch, qui est assez connu par les militaires. C'est un lance-roquettes multiple très puissant qui peut porter jusqu'à 70 km et qui tire donc des roquettes de 300 mm. Il s'est rendu célèbre récemment puisqu'on l'a vu beaucoup dans le conflit dans le Donbass et il a notamment été utilisé par les armées kieviennes pour bombarder les infrastructures et les villes du Donbass. Donc c'est un matériel qu'on voit encore et qu'on verra encore longtemps sur le champ de bataille. Les Russes ont développé un système plus petit qui s'appelle le Tornado et qui en fait est un système plus léger. Donc avec moins de tubes mais qui permet d'être plus facilement transporté, notamment ou aérotransporté. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Grad, donc qui veut dire grêle en russe. En fait, c'est également un système de lance-roquettes multiples qui a un petit côté vieillot, mais qui est toujours utilisé. Il est capable de lancer des roquettes de 122 mm en une salve. On l'a également beaucoup vu dans le Donbass, et notamment les armées de la République populaire de Donetsk ou de la République populaire de Lugansk lui doivent beaucoup de leur victoire, car ils ont su l'utiliser avec beaucoup d'efficacité. Donc c'est un système assez vieux, mais extrêmement mobile et extrêmement efficace. C'est ça qu'on appelait les orgues de Staline? Alors les orgues de Staline, c'est la génération d'avant. C'était pas des tubes en fait, c'était des rails. Et donc là, c'est un matériel qui a été mis en place, qui a été mis en dotation dans les années 60, au début des années 60, et qu'on retrouve à peu près dans toutes les armées, bien sûr de l'ex-URSS et même du pacte de Varsovie. Donc ici, nous sommes en présence aussi d'un matériel qui a fait la une de la presse, qui est le Buk. En l'occurrence la version M2, donc qui est la version russe, puisque le Buk M1 n'est plus en service dans l'armée russe, alors qu'il est encore en service dans l'armée ukrainienne. Donc ce véhicule, en fait, on ne voit qu'une partie du système Buk, puisqu'il y a en fait 4 véhicules. En plus de ce véhicule, il y a un véhicule de commandement, un véhicule d'approvisionnement et un véhicule radar. Ce qui montre l'absurdité notamment de ceux qui ont pu dire que les Russes auraient pris le risque de faire franchir à la frontière une escorte pareille pour aller détruire un Boeing quel qu'il soit. Donc là, nous nous trouvons face à un matériel qui est aussi bien connu des spécialistes, qui est le S-300. On en a parlé la première fois au moment du conflit en Yougoslavie, puisqu'il est clair que si les Serbes avaient eu ce matériel, il aurait été impossible pour l'OTAN de bombarder impunément les villes serbes. Plus récemment, ce matériel aussi a fait parler de lui, puisqu'il vient d'être livré par la Russie à l'Iran, au terme d'un contrat qui avait été suspendu au moment des sanctions contre l'Iran. C'est un matériel qui permet de sanctuariser un territoire, qui peut frapper un aéronef jusqu'à 27 km d'altitude avec une munition supersonique. On peut ajouter que les Russes, eux, sont passés déjà aux générations suivantes, c'est-à-dire les S-400 et les S-500. Ce matériel-là est bien connu. Pour ceux qui regardent le défilé du 9 mai sur la place Rouge, c'est quelque chose qu'on le voit chaque année. Il s'agit du système d'armes Topol, qui est en fait un système de missiles balistiques capable d'emporter une charge nucléaire jusqu'à 18 000 km. Et cela fait partie, bien sûr, de l'armement nucléaire de la Russie et de la force de dissuasion nucléaire russe. Donc le matériel que l'on voit ici, c'est un T-72B3. Donc en fait, c'est la modernisation d'un char de l'époque soviétique, que pareil on retrouve à peu près dans toutes les armées du pacte de Varsovie, qui était le T-72. Mais ça, il s'agit d'une version largement modifiée, largement améliorée, notamment pour le système de protection, et qu'on a pu voir en Syrie notamment. C'est partie des matériels qui ont été livrés en Syrie. De manière générale, le T-72, on l'a vu aussi également en Ukraine, puisqu'il y avait, je crois, en stock plus de 900 chars, dont beaucoup ont été en fait vendus ou cannibalisés pour permettre de la maintenance. Et donc c'est un matériel que l'on voit assez souvent, même si bien sûr les chars que l'on voit en Ukraine, que ce soit les T-72 ou la plupart des T-64, sont de vieille génération.
Alors l'État islamique utilise énormément les missiles anti-chars TOW de fabrication américaine, qu'ils sont censés avoir livrés ce que j'appelle aux égorgeurs modérés et qui finalement ont été retrouvés partout au sein des islamistes, que ce soit le Front al-Nosra ou l'État islamique. Donc effectivement le TOW est un très bon missile anti-char. Mais on l'a pu le voir notamment avec les nouveaux systèmes de protection des tourelles russes, notamment le système Shtura, en fait, permet de résister à ces missiles. Mais on peut dire qu'effectivement il y a eu une hécatombe de chars T-72 ancienne génération au début de la guerre grâce aux missiles américains qui ont permis à l'État islamique et bien sûr au Front al-Nosra de remporter des victoires significatives. Donc là nous sommes face à un T-90 qui est donc une évolution du T-72 fortement amélioré. Le T-90 est le char principal de bataille dans l'armée russe. Il a également été déployé en Syrie et a donné d'excellents résultats, notamment grâce à son système de protection. Il est intéressant de souligner que le concept du T-90 est le même que celui du Leclerc, c'est-à-dire qu'on a un équipage de 3 personnes avec un tireur, un chef de char et un pilote. Et le chargement se fait automatique. Alors que les autres armées en fait, ont fait le choix inverse de maintenir un équipage de 4, ce qui fait des chars extrêmement lourds. Et par exemple, avec le T-90, on a un char qui fait autour de 50 tonnes, alors qu'un Abrams, un Léopard, aujourd'hui avec les protections additionnelles montent jusqu'à 62-65 tonnes, donc ce qui provoque des contraintes assez importantes. Le T-90 sera peu à peu remplacé par le nouveau char de bataille russe qui s'appelle l'Armata, que l'on a vu défiler le 9 mai, mais qui ne sera pas présenté ouvertement à cette exposition. Il est en fait dans un hangar fermé où seules les délégations autorisées peuvent visiter, ainsi que les autres matériels de dernière génération, comme le Boomerang qui va remplacer le BTR, comme le Gourgagnetz qui va remplacer le BMP. Mentalité en fait dans l'armée russe, où désormais on essaie de préserver absolument le soldat, le pilote, qui en plus coûte cher à former, mais surtout qui n'est plus cette ressource inépuisable comme ça a pu l'être pour l'Union soviétique ou pour la Russie impériale. Donc nous sommes face à un véhicule intéressant qui a été monté sur un châssis de char T-72 qui s'appelle le Terminator, BMP-T 72. Qu'est-ce qui est intéressant sur ce concept, c'est qu'en fait l'armée russe s'est rendu compte que sur certains théâtres d'opération, un char avec un canon de 125 mm n'était pas la munition idéale pour appuyer des troupes au sol, et qu'ils avaient besoin plutôt d'un véhicule qui propose différentes solutions d'armement. Et donc c'est le cas du Terminator. Donc on le voit, il est équipé de 2 canons de 30 mm ainsi que de 4 missiles anti-char. À côté de ça, mais qui n'est pas sur le modèle ici présenté, vous avez également des lance-grenades de 30 mm. Donc c'est une espèce de plateforme de tir qui peut apporter un support et un soutien sur le champ de bataille extrêmement efficace. Donc là on a un système d'armes intéressant en fait qui est le système Cornet, qui est posé sur un châssis Tigre, qui est un véhicule blindé tout-terrain de 7 tonnes 5. Ce qui est intéressant dans le système Cornet, c'est qu'il peut abattre à la fois bien sûr des véhicules blindés et en même temps des hélicoptères ou des aéronefs volant à basse altitude, jusqu'à 8 et 10 000 mètres. Et également le système Cornet propose une charge creuse en tandem, c'est-à-dire qu'il est capable de perforer les blindages réactifs des blindés adverses. Est-ce qu'il est utilisé en ce moment? Alors il est bien sûr en dotation dans l'armée russe, et on voit notamment le Tigre défiler tous les 9 mai sur la place rouge. Donc là nous nous trouvons aussi également face à un système d'armes intéressant et nouveau qui est le BMP-3 avec tourelle téléopérée. Donc comme nous l'avons vu sur d'autres armements, aujourd'hui la tendance dans l'armée russe est d'équiper ces véhicules de tourelles non occupées, toujours dans l'idée de préserver la vie, bien sûr, de moins exposer la vie de l'équipage. Et donc là nous avons donc cette tourelle avec toujours très puissamment armée, avec un canon de 100 mm, jumelé à un canon de 30 mm ainsi qu'une 762 pour la protection. Donc un matériel très intéressant qui commence à être en dotation dans l'armée russe. Donc là nous voyons ce que c'est qu'en fait un système BUK. Comme je l'ai déjà dit, en fait il ne s'agit pas uniquement d'un lanceur de missiles. Vous avez donc bien sûr le lanceur,
ici le radar qui permet de détecter les cibles et ici le véhicule de commandement. Et il manque encore un véhicule qui est justement qui emporte les missiles de rechange, on va dire. Donc comme on voit, c'est un système extrêmement lourd et il est évident que les Russes n'auraient pas pris le risque de faire traverser à ces engins la frontière avec la possibilité de se faire soit observer, ce qui n'a jamais été le cas, soit bien sûr détruit. Après les blindés et l'armement terrestre, nous suivons maintenant Xavier Moreau à l'intérieur de l'exposition où se situent les stands des grandes sociétés d'armement russes. Les professionnels comme les amateurs peuvent ainsi prendre connaissance des dernières innovations technologiques en la matière. À partir de l'ère Vladimir Poutine, le complexe militaro-industriel russe a été complètement réorganisé et ont été fondés de grands consortiums qui rassemblaient les différents actifs industriels en fonction de leurs spécifications. Derrière nous, ce que l'on voit, c'est OAC. Et OAC, en fait, c'est donc ce consortium qui rassemble tous les actifs aéronautiques. Donc à la fois des noms bien connus par les Français, Sukhoi, MiG ou Ilyushin. Derrière nous, cette fois, concerne VKO, plus connu sous le nom de Almaz-Antey. C'est en fait le consortium qui rassemble tous les actifs industriels, militaro-industriels de la lutte contre les aéronefs de tout type. Donc c'est eux qui produisent les Buk, les SA, toute la série SA 300, 400, 500. On peut dire que c'est un des consortiums et une des capacités militaro-industrielles russes les plus importantes et les plus stratégiques pour la Russie. Autre grand groupe, gros consortium qui compose le complexe militaro-industriel russe et qui regroupe différents actifs, eh bien, Hélicoptères de Russie. Ce consortium en fait regroupe notamment deux noms bien connus, c'est EMI et Kamov. Donc EMI est bien connu à cause du Mi-24, à cause du Mi-8 et également le Kamov est connu pour son système de pales contre-rotatifs qui a donné un des meilleurs hélicoptères de combat actuels qui est le K-52 qu'on peut voir ici en maquette. Donc là nous nous trouvons en présence du Medved, ce qui veut dire l'ours, donc qui est un véhicule qui a été commandé non pas par le ministère de la Défense mais par le ministère de l'Intérieur. Comme on le voit, il est au gabarit routier et il pèse à peu près 14 tonnes, ce qui le met en concurrence avec le véhicule français Aravis. Il est toujours en essai et à terme il devrait équiper le ministère de l'Intérieur. Donc ce véhicule est produit par le groupe VPK et l'usine Arsamaz et il correspond justement à la nouvelle doctrine d'emploi russe qui doit particulièrement protéger l'équipage. Donc c'est pour ça que ce véhicule, comme maintenant la plupart des véhicules russes, est prévu protection anti-mine et protection accrue contre les tirs directs. Là nous nous trouvons devant le bâtiment du concern Kalachnikov, c'est-à-dire du groupe Kalachnikov. Donc il faut savoir qu'en fait, Kalachnikov est fabriqué dans l'usine d'Ijmash, mais qu'il y a eu un rebranding général et qu'on a rassemblé différentes usines de fabrication d'armements légers autour du nom Kalachnikov, qui est bien sûr l'inventeur de génie qui a produit cette arme il y a maintenant 60 ans de cela. Планка вот регулируемый по определенным параметрам приклад и есть пламя-гаситель, который обеспечивает его абсолютно четкое устойчивое положение при стрельбе. Да, конечно. Donc là nous sommes sur le stand de Kalachnikov avec une arme intéressante qui préfigure un peu de ce que va être la nouvelle génération de Kalachnikov, notamment la fameuse AK-12. Donc quelle différence on observe? Eh bien le levier d'armement par exemple. Donc tous ceux qui ont utilisé la Kalachnikov savent que le problème de la Kalachnikov c'était qu'il fallait la tourner dans tous les sens pour armer et pour l'utiliser. Et là en fait ce qu'on voit c'est qu'elle est ambidextre. Et ça on retrouvera ça également sur la AK-12. On peut également éjecter le chargeur avec le pouce. Donc pareil, on n'a pas à quitter la main et l'éjection se fait facilement. Ce modèle-là en fait est un modèle sportif pour du tir de rapidité et il est en calibre 12. Et ce qu'on voit sur le stand de Kalachnikov, c'est que désormais la Kalachnikov se décline dans différents calibres, à la fois les calibres autant, le 9 mm ou même justement cette arme avec un calibre de chasse.
Donc ce qu'on observe également sur cette arme qui est nouveau, mais qu'on a déjà vu apparaître sur les modifications de la Kalachnikov, c'est un rail Picatinny, donc qui permet d'ajouter du matériel, et par exemple ce système de visée qui permet de travailler les deux yeux ouverts. On observe également une modification au niveau de la crosse qui permet d'être réglée comme ce qu'on voit par exemple beaucoup sur toutes les variantes du M16 ou les armes de dernière génération. Pour clore ce rapide tour d'horizon de l'exposition Armée 2016 Patriot Expo, nous vous livrons ici une compilation des démonstrations extérieures de l'exposition, comme par exemple les courses de chars, le franchissement d'obstacles de blindés ou encore des démonstrations de tir. Des images exclusives. Pierre-Antoine Plaquevent pour TV Liberté. Thank you.